Voilà, à présent, l'invité dans ce journal et nous recevons M. Victor Ndiaye. Il est le président de Performance au groupe et c'est pour parler de la classification des pays africains en termes d'émergence. M. Ndiaye, merci d'être sur le plateau. Merci à vous, M. Ndiaye. Voilà. Heureux d'être là. Voilà, on va commencer avec votre présentation et c'est avec Martha Silla. Comme dans un scénario de destins croisés et convergents, j'ai rencontré Victor Gorom Ndiaye, que je connaissais de nom et de réputation au Cameroun il y a 11 ans, lors d'une de ses missions d'accompagnement de la communauté des États d'Afrique centrale, la CEMAC. Bête de travail aux horaires impossibles où les journées se confondent aux nuitées, Victor, pour les intimes, est incontestablement de la race des grands penseurs et stratèges contemporains. Pas étonnant lorsqu'on est un pur produit des classes préparatoires aux grandes écoles, diplômé de HEC Paris, titulaire d'un MBA de l'Université Berkeley des États-Unis d'Amérique, ancien consultant chez IDES Consultant de Charles Rivet Consultant International, groupe français haut de gamme et indépendant de conseil en stratégie, organisation et conduite du changement, et last but not least, banquier d'affaires chez Morgan Stanley. Avec au compteur 34 ans de conseil en stratégie en Europe et en Afrique, Victor Ndiaye est le fondateur et président-directeur général du cabinet Performance Management Consulting, créé en 1995, il y a 24 ans, devenu Performance Group, dont l'objectif et le positionnement constant reste d'être un acteur de la transformation des économies africaines. Ce n'est guère par usurpation qu'il soit un leader en Afrique francophone en matière de conseil, en stratégie, en accompagnement et en mise en œuvre. L'accompagnement de la Sonatel, référence historique du groupe dans sa transformation ainsi que dans son implantation à une échelle régionale, est le premier coup d'éclat du cabinet. Sonatel, aujourd'hui Orange Sénégal, est un opérateur téléphonique qui emploie plus de 3000 agents et a franchi une barre symbolique à 1022 milliards de francs CFA sur l'exercice 2018. Avec plus de 550 missions, dont les 2 tiers ont été financées par des clients africains, siégeant dans divers conseils d'administration d'institutions privées prestigieuses, Victor Ndiaye est l'homme qui a la formule secrète de l'émergence, pour emprunter l'expression de Forbes Afrique Magazine. Et c'est signé Martha Silla. M. Ndiaye, une présentation vécue qui vous permet de nous donner votre lecture sur cette publication du Bureau Prospective économique du Sénégal sur le suivi et la marche des pays africains sur l'émergence. Votre analyse? Écoutez, d'abord, je me réjouis de cette publication du Bureau de prospective économique que je regarde chaque année avec beaucoup de plaisir. J'en profite pour féliciter l'équipe et M. Lo qui le dirige. Ces publications sont très importantes pour nos pays pour 2 raisons. Ouais. La première, c'est qu'on ne progresse que dans ce qu'on mesure. C'est comme quand vous voulez faire du sport et courir. C'est bien de dire je suis rapide, c'est mieux de dire j'ai fait 6 km par heure et demain je vais faire 7 km. On ne peut progresser que dans ce qu'on mesure. Exactement. Et la deuxième raison, c'est qu'on ne peut pas se regarder seul. Il faut se comparer. Si vous avez l'impression de courir vite et que vous regardez et que tout le monde est devant vous, c'est que vous ne courez pas vite. Ouais, donc, c'est fondamental d'avoir ce genre de publication qui permet de comparer les pays de façon neutre, de façon objective, avec des critères qui permettent d'année en année de voir est-ce qu'on progresse et qui permet de guider les politiques publiques. Alors, selon vous, qu'est-ce qui devrait être évalué dans ces principes-là? Les secteurs, souvent, on parle des secteurs de la télécommunication et autres. Alors, les indicateurs pour savoir est-ce qu'on émerge ou pas, souvent effectivement on utilise plein d'indicateurs, vous l'avez dit, est-ce qu'il y a un certain nombre de secteurs qui se développent, quel est le taux de croissance dans le pays, quel est le taux de pauvreté, quel est le taux d'inflation, quel est le cadre des affaires, est-ce qu'il y a l'accès à l'électricité, à l'eau, etc. Il y a une multitude de critères qui sont souvent utilisés et à notre avis, il y a 2 critères fondamentaux. Un critère, je dirais, final et un critère intermédiaire. Le critère final de l'émergence, c'est est-ce qu'on est dans un pays où les revenus des populations augmentent d'année après année et permettent aux gens de se prendre en charge, de manger, de se soigner, de se loger, de payer la scolarité des enfants. Le PIB par habitant, par exemple. Et que le revenu par habitant. Et que ce revenu par habitant augmente année par année pour une grande majorité de la population.
c'est très clair, revenu par habitant et emploi en réalité, parce que ce qui donne les revenus, c'est les emplois. C'est sûr. Pour y arriver, c'est le deuxième critère intermédiaire. On a besoin dans le pays de plus en plus d'entreprises qui créent de la richesse, grandissent, se multiplient et créent des emplois et recrutent notamment des jeunes. Cela dit, ça pour y arriver, on ne peut pas le faire au hasard. On dit souvent que l'économie, c'est un peu comme le sport. Si vous voulez aller aux Jeux Olympiques, vous n'allez pas dire « je veux juste y aller avoir des médailles ». Il y a un certain nombre de disciplines que vous choisissez. Exactement. Et vous vous préparez en conséquence pour vraiment avoir des chances d'être dans le podium. Et être un pays développé, ce n'est pas être fort partout, mais être très fort dans un certain nombre de domaines. Et émerger, c'est arriver petit à petit à développer ce qu'on appelle, nous, des moteurs de croissance, c'est-à-dire faire émerger des filières dans lesquelles on est de plus en plus fort, compétitif. On a de plus en plus d'entreprises championnes qui exportent et qui créent des emplois. Alors, vous avez parlé de beaucoup de critères. Hein. Est-ce que ces mêmes critères-là permettent de mesurer l'émergence, par exemple, au Sénégal ou dans les pays africains? Absolument, dans tous les pays. Il y a beaucoup de méthodes, on a vu celui du BPE, nous-mêmes nous avons une approche qui est un peu différente. Au fond, le plus important, ce ne sont pas, je dirais, les méthodes, c'est de pouvoir comparer année après année, est-ce qu'on est sur la bonne tendance. L'émergence n'est pas un point d'arrivée, c'est un processus. Et il faut faire en sorte qu'on montre qu'on est dans la bonne trajectoire et qu'année après année, on progresse et on avance bien. Alors, vous faites partie de cette mission-là. Vous avez élaboré des plans stratégiques pour l'émergence, notamment au Gabon. Cela date de 10 ou 11 ans. Est-ce que c'est l'un des tout premiers pays? Est-ce qu'aujourd'hui, le Gabon, avec le fait qu'il soit dans le top 5 de ces pays-là, après les Égyptes et autres, est-ce que cette vision, on peut dire que c'est une vision concrétisée, réussie avec l'exemple du Gabon? Oui, tout à fait, parce qu'effectivement, on voit avec beaucoup de plaisir des graines semées il y a 10 ans et qu'aujourd'hui, qui sont données de donner leurs fruits. Mais c'est d'abord, je dirais, le mérite, et c'est totalement le mérite d'ailleurs du leadership de ces pays, et en l'occurrence là, du président Ali Bongo, parce qu'en réalité, diriger un pays est extrêmement difficile. On y arrive par la politique, parce qu'on pourrait être élu, et votre vraie mission, ce n'est pas de la faire de la politique en permanence, c'est de développer le pays, ce qui est une chose différente. Et le temps politique et le temps du développement sont deux choses différentes. Le temps politique, c'est des élections au minimum tous les 5 ans, et en réalité même tous les 2-3 ans avec les différentes élections qu'on trouve dans les différents pays. Le temps du développement, c'est au moins 10-15 ans pour arriver à faire émerger des filières compétitives. Et il faut un sacré courage pour prendre aujourd'hui les bonnes mesures qui, en réalité, ne seront visibles qu'après les prochaines échéances électorales. Le plus tentant, souvent, c'est de dire on va faire vite quelques mesures qui soient visibles pour les populations. Ils vont dire, bon, on est en train de faire du bon travail. Mais ça, c'est comme soigner une plaie juste en mettant du sparadrap dedans. Vous la cachez, mais vous ne la soignez pas. Souvent, c'est à l'aube d'élection que l'on voit ces plans-là exécutés. Bon, en tout cas, je dirais, c'est tentant, en tout cas, dans le politique, puisque les échéances arrivent, d'essayer de montrer des choses. Mais le temps du développement, il est plus long. Et c'est un travail de fond qu'il faut mettre en place petit à petit pour faire en sorte, au bout de quelques années, de voir des filières émerger. Et c'est certainement au-delà des délais de mandat politique. Alors, je vais rester sur l'exemple du Gabon, un exemple réussi d'émergence. Quelle est cette formule-là qui a permis cette réussite-là? Surtout que vous avez bénéficié de la confiance d'un État africain, si l'on voit que il y a beaucoup d'agences étrangères sur ces agences de production de ces plans d'économie-là et d'émergence. La formule. Oui, bon, la formule, moi je dirais, c'est d'abord, là aussi je reviens au leadership, c'est d'avoir un leadership africain qui fait de plus en plus confiance en soi-même, en ses enfants, en ses talents, parce qu'on ne peut pas se développer en n'ayant pas confiance en soi-même. C'est sûr. On est aujourd'hui à une époque où l'expertise est une des choses peut-être les mieux réparties. Moi-même, j'ai fait 10 ans de conseil en stratégie en Europe et en conseillant de grands groupes européens pendant 10 ans avant de créer Performance et de rentrer en Afrique.
Et je dirais que ce que peut-être ces dirigeants constatent à juste titre, c'est que, en plus de l'expertise qui est partagée par tous, ces experts et compatriotes africains leur apportent deux choses. Premièrement, c'est une connaissance du contexte et des réalités du tissu économique local qui est unique. Depuis 27 ans que Performance a été créée, nous avons fait plus d'une centaine de missions, ça a été rappelé tout à l'heure, en Afrique à tous les niveaux. Les entreprises, les États, les organisations régionales, UEMOA, CEMAC, CEDEAO, et le niveau continental de l'Union africaine. C'est une masse de connaissances extraordinaire qui a été amassée et qui est extrêmement utile si on veut aider nos pays. La deuxième chose, c'est la présence locale dans la durée. Parce qu'en réalité, il ne s'agit pas seulement de faire de beaux rapports, de les laisser et de partir. La grande bataille, ce n'est pas la conception, c'est la mise en œuvre et l'exécution. Et on voit souvent en Afrique que l'exécution pêche. Ça fait défaut. C'est fondamental d'avoir des acteurs qui sont à côté de vous et qui vous aident et qui aident les différents acteurs dans la mise en œuvre. Alors, pouvez-vous nous donner des exemples concrets sur cette transformation du Gabon basée sur une stratégie que vous avez vous-même élaborée? Absolument. Bon, il y a plusieurs exemples. J'en donnerai un ou deux exemples. D'abord, en 2010, le Gabon vivait de la valorisation de ses matières premières, uniquement, essentiellement trois, le pétrole, le manganèse et le bois. Rien n'était transformé localement, c'est des richesses dont le pays a hérité, qui sortaient et qui étaient toutes exportées. En 2010, suite au travail qui a été fait, le président de la République a décidé que le pays n'exporterait plus de grumes de bois. C'est une décision extrêmement courageuse. Parce que, d'abord, beaucoup d'entreprises ne vivaient que de ça, toutes les entreprises forestières qui coupaient le bois et l'amenaient. Et en plus, le fisc aussi vivait beaucoup de ça, parce que toutes ces entreprises payaient beaucoup d'impôts. Du jour au lendemain, on n'exporte plus. Une série d'autres décisions ont accompagné cela. La création d'une zone économique spéciale dédiée au bois, la mise en place d'un nouveau port, formidable nouveau port qui est maintenant en place, toute une infrastructure logistique, la formation professionnelle, l'environnement des affaires. Il y a tout un tas de mesures qui ont été prises et qui font maintenant que le Gabon a un tissu économique de 80 entreprises dans la filière bois, à l'heure où je vous parle, qui sont dans la zone économique, qui produisent du bois transformé. Ils font des contreplaqués et ils font surtout des meubles qui sont exportés un peu partout dans le monde. Et il y a autour de ça ce qu'on appelle, nous, une grappe qui est en train de naître. Par exemple, il y a 2 mois, on a inauguré une usine qui fait de la colle pour contreplaquer. Quand vous allez très loin dans le développement d'une filière, vous vous rendez compte qu'il y a tout un tas d'activités connexes aussi qui se développent avec. Et c'est ce que j'appelais tout à l'heure, si vous voulez avoir une médaille aux Jeux Olympiques, vous devez être très fort dans ce domaine. Et quand vous êtes très fort, vous arrivez à développer énormément de choses. Et voilà, ça c'est l'exemple du bois. J'aurais pu parler de l'agriculture. En 2010, le Gabon importait tout ce qu'il mangeait. Des infrastructures. Et aujourd'hui, ils exportent, par exemple, beaucoup d'huile de palme un peu partout dans le monde. On avait pu parler du manganèse qui était exporté brut pendant plus de 50 ans, aujourd'hui qui commence à être transformé. Il y a dans une série de secteurs vraiment des moteurs de croissance qui sont en train de se bâtir. Alors, cette formule, la formule du Gabon, apparemment très réussie, ce n'est pas ce qu'on peut dire pour tous les autres pays africains. Est-ce que, par rapport à votre expérience, vous êtes confiant quant à l'atteinte de l'émergence par les pays africains? Oui, totalement. D'abord, c'est un processus. Et voilà, il y a une dynamique qui est très encourageante. Quand on regarde le Gabon et ce qui a été semé donne aujourd'hui 10 ans après. Et comme je dis, c'est un chemin qui est en cours et qui donne de très bonnes perspectives pour demain. Ce qui est vrai là-bas est possible partout. Tous les pays africains ont des ressources. Elles ne sont pas les mêmes d'un pays à l'autre, mais tout le monde a des ressources naturelles. C'est un des dons de l'Afrique. Et quelquefois, c'est le soleil qui vous permet de développer le tourisme, d'énerver de l'énergie solaire. On a énormément de ressources. La deuxième chose, c'est que l'Afrique est le continent du XXIe siècle. On a une dynamique, notamment démographique,
qui est la plus importante au monde. Aujourd'hui, l'Asie et la Chine notamment sont en déclin démographique. Il y a une croissance qui est encore là, mais est en déclin démographique. La vraie dynamique démographique dans le monde et en Afrique, c'est une chance extraordinaire. Elle peut être une bombe aussi si on ne donne pas des emplois aux jeunes. Ouais, avec le taux de chômage surtout. Absolument. Donc, ressources naturelles, ressources humaines, mais ça ne suffit pas. Vraiment, transformer un pays, c'est du savoir-faire. Il faut qu'on forme notre jeunesse et effectivement, il faut qu'on développe une vision qui définisse vraiment ce qu'on veut devenir, notre ambition, et qu'on mette en place des plans extrêmement rigoureux pour les mettre en œuvre. Alors, on a vu passer les OMD, c'était fixé, je pense, en 2015. Dans quel délai vous situez l'atteinte de l'émergence dans les pays africains? Écoutez, comme je disais, l'émergence est un processus. Et peut-être que, je crois que, comme le disait un président africain, c'est une course de fond qu'il faut courir comme une course de vitesse. En réalité, il n'y a pas de miracle. Les choses ne vont pas vite. Et comme je disais, le temps de l'émergence, c'est plus 1-2 générations, c'est pas 5 ans. Et le plus important, c'est d'être dans une dynamique de progrès et de faire en sorte que d'une génération à l'autre, ce que la génération précédente a fait, on bâtisse de ça pour continuer. On a souvent, quelquefois, l'impression que quand on arrive, on a envie de mettre une croix sur ce que les autres ont fait et de refaire pour dire moi j'ai fait, eux ils n'ont pas fait. Ben, on ne peut pas se développer comme ça. Vous venez. L'esprit de continuité. Il faut l'esprit de continuité et effectivement, il faut une vision à long terme qui transcende tous ces mandats. On a besoin d'une vision sur un horizon de 15, 20, 30 ans et que chacun qui vienne faire sa part et là, laisse ensuite son héritage aux autres générations qui viendront continuer. Effectivement. Alors, on l'a vu, par exemple, l'exemple du Sénégal avec le PSE. Pour atteindre l'émergence dans ces pays africains-là, dans quel secteur devraient s'orienter les politiques de développement? Le numérique, par exemple, avec la jeunesse. C'est des débouchés. Moi, je dirais, peu importe les secteurs, l'essentiel, c'est qu'il y en ait dans lesquels on se développe. C'est comme les Jeux olympiques. Peu importe les disciplines où vous allez avoir des médailles, l'essentiel c'est qu'il y en ait. Le potentiel est là et il y a beaucoup de secteurs. Au Sénégal, nous, on a identifié à peu près 25 filières qui sont des moteurs de croissance potentielle. Je ne vais pas les citer, il y en a trop, mais il y en a 25. Mais la question, c'est en développer une, puis 2, puis 3, puis 4. Un pays comme le Rwanda, j'aime bien citer cet exemple parce que ça montre l'importance de développer des moteurs de croissance. Le Rwanda, par exemple, n'a pas de plan émergence. Le Rwanda, il y a 20 ans, a regardé son économie, niveau de vie par habitant, niveau de revenus par habitant très bas. Ils étaient autour de 600-700 $ par habitant. Ils se sont fixés, non, 200 $ par habitant. Ils se sont fixés un objectif de 1000 $ par habitant en 2020. Et ils se sont dit, pour y arriver, comment le faire et quelles sont les filières qu'il faut développer pour le faire. Ben, ils les ont choisies et ils ont commencé à les développer les unes par les unes. Le café, le thé, le numérique, le tourisme. Ben, le résultat aujourd'hui, c'est que vous avez une formidable filière du café qui est en train de se mettre en place, qui exporte. Si vous allez chez Starbucks aux États-Unis, vous allez boire du café rwandais. Il y a une formidable filière tourisme qui est en train de se mettre en place, à forte valeur ajoutée, etc. Et ça, c'est juste le résultat en 2002 de stratégies filières claires qui ont été élaborées avec l'ensemble des acteurs, une vision claire et ambitieuse de ce qu'on veut faire de cette filière, et ambitieuse. Pas on veut juste développer la filière, on veut qu'elle devienne une filière de rang mondial. Qu'est-ce qu'on va prendre, où est-ce qu'on va se situer sur ce marché mondial et tirer tous les acteurs vers le haut et tout le monde regarde dans la même direction. Tout le monde joue sa partition. Surtout les populations. Les populations, ça sert d'aiguillon à tous les acteurs de la filière et ça permet véritablement, tous ensemble, chacun à son niveau, d'apporter sa pierre et d'avancer. Voilà. Toute dernière question, on a vu la crise sanitaire, la guerre en Ukraine et les instabilités politiques souvent vécues au Sénégal. Est-ce que ce ne sont pas là des entraves à ces objectifs-là? Au contraire. Ce sont des raisons pour aller plus vite dans le développement de ces filières. Aujourd'hui, une des conséquences de la guerre, c'est qu'on se rend compte qu'on a impérativement besoin d'engrais. Et on est en train de voir comment est-ce qu'on peut laisser les bateaux passer pour avoir de l'engrais. L'engrais, c'est du phosphate plus du gaz.
essentiellement. Le Sénégal est du phosphate depuis toujours et va avoir du gaz. Du pétrole. On ne peut pas ne pas désormais fabriquer l'engrais ici et toute cette actualité montre que c'est devenu un impératif. On peut dire la même chose d'un certain nombre de filières agricoles. La souveraineté alimentaire est un impératif. Nous avons les terres, en réalité nous avons l'eau, que ce soit l'eau du fleuve, que ce soit l'eau des pluies, que ce soit les méthodes de captation d'eau. On ne peut pas ne pas aller vers le développement agricole. Donc, plus de souveraineté dans un monde où on se rend compte que dépendre trop des autres est extrêmement dangereux. D'accord, des entraves qui peuvent finalement devenir des opportunités. En tout cas, merci, M. Victor Ndiaye, d'être sur le plateau. Merci à vous. Merci beaucoup. C'était l'invité du journal Victor Ndiaye. Il est le PDG de Performance Group que nous avons reçu sur ce plateau comme l'invité du journal. La suite de nos programmes, c'est avec la Focale. Merci de nous avoir suivis. À demain 20h. Bonsoir.